Montre la voie, les 7 royaumes te suivront. Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on est là pour parler d'Aquaman et le Royaume perdu, le second volet de la franchise Aquaman et surtout le cri d'agonie du DCU. Mais avant de se remonter les manches pour mettre les mains dans la vase, Geoffrey a un cadeau pour vous. C'est moi, Geoffrey, le Grinch d'écran large, qui vient vous parler d'une super idée de cadeau. Parce que si comme moi vous aimez Noël autant que les boîtes de Mon Chéri, vous avez sûrement besoin d'aide. Donc voici une idée en or qui vient tout droit de vos plus beaux souvenirs d'enfant. Un E.T. l'extraterrestre à construire vous-même. Oui, je parle bien du E.T., l'alien superstar de Steven Spielberg, qui peut atterrir chez vous dans une édition collector de 65 cm de haut. Le plus gentil des extraterrestres est disponible dans une réplique articulée et robotisée, ce qui veut dire que les yeux bougent, le cou est extensible, l'index et le cœur s'allument et il prononce même les répliques cultes du film. E.T. téléphone maison. Alors ça pourrait être flippant, mais comme c'est E.T., c'est juste très mignon. Et c'est exactement ce dont on rêvait tous quand on était gamin. Donc pour moi c'est peut-être un peu tard parce que je suis trop vieux et aigri, mais je pense que pour plein de gens bien, c'est encore le bon moment. Dernier argument de poids pour les cinéphiles, cette réplique de E.T. fabriquée en ABS, PVC et métal, de la licence officielle d'Universal, a été créée par la fondation Rambaldi. Alors oui, c'est comme Carlo Rambaldi, le génie derrière les effets spéciaux du film culte de Spielberg. Pour mettre la main sur ce fantasme et rendre jaloux les enfants autour de vous, il suffit de vous abonner grâce au lien en description et au code écran, ce qui vous donnera en plus droit à quelques cadeaux comme des posters, un mug, un carnet et un parapluie E.T. l'extraterrestre. Et si vous faites partie des 1000 premiers, il y a même un cadeau bonus. Pour tous les détails, le lien est dans la description de la vidéo. E.T. téléphone maison. E.T. téléphone maison. E.T. téléphone maison. Vous le savez sûrement déjà, mais James Gunn et Peter Safran, les nouveaux boss créatifs de DC, ont décidé d'abréger les souffrances de l'univers partagé après des années de coma sous respirateur artificiel. Sur le réseau social Threads, pardonnez mon accent, James Gunn a d'ailleurs donné son avis sur cet ancien univers étendu et les raisons selon lui de son échec, c'est-à-dire son manque de cohérence et le trop-plein de films. Tout ou presque sera donc rebooté à partir du prochain Superman Legacy prévu pour juillet 2025, avec des franchises normalement plus indépendantes les unes des autres. Il y aura quelques survivants, comme des personnages de The Suicide Squad, mais aussi Blue Beetle d'après James Gunn, et peut-être Shazam, vu ce que la scène post-générique de La Rage des Dieux laisse entendre. Après avoir dégagé Cyborg, ou plutôt Ray Fisher, et rangé le Superman d'Henry Cavill au placard, le mercato de DC laissera donc sur la touche la Wonder Woman de Gal Gadot, le Batman de Ben Affleck, bien évidemment le Flash d'Ezra Miller, le Black Adam de Dwayne Johnson, et enfin le Aquaman de Jason Momoa, pour revenir à nos planctons. Ce film est donc théoriquement le dernier du super-héros et de l'univers DC tel qu'on les connaissait. Mais plutôt que de partir la tête haute et couronnée, le roi de l'Atlantide a préféré surfer sur la même vague que son double dans la scène post-générique de The Flash. Pour rappel, on y voyait Barry Allen qui laissait une version fortement alcoolisée d'Arthur Curry se noyer dans une flaque d'eau croupier sur un trottoir mal éclairé. En fait, c'était plutôt prophétique vu la sale gueule de bois que se paye le film en plus de tous ses placements de produits pour Guinness. Bref, Aquaman 2 n'est ni fait ni à faire et pour tout vous dire, il me met dans une position plutôt inconfortable. Non seulement j'ai eu très peu de temps pour écrire cette vidéo parce que, une fois est devenue coutume, nous n'avons pas eu de projection presse. La Warner a de nouveau boudé les journalistes, donc Mathieu, Geoffrey et moi, on a vu le film hier soir en avant-première publique, histoire de rester ensemble et unis sur ce radeau qui coule. Forcément, j'ai pas pu bosser ce texte comme je l'aurais voulu et j'ai pas eu trop de temps pour réfléchir à des super jeux de mots sur les poissons et ça me désole presque autant que le film en lui-même. En plus, si je veux vraiment développer mon avis, je vais juste répéter tout ce qui a déjà été dit sur les films de super-héros sortis ces 2 dernières années, exception faite des Gardiens de la Galaxie 3 ou de The Batman. Donc pour m'épargner ce radotage, je pourrais juste reprendre le gros de ma vidéo sur Shazam 2 et des bouts de celle d'Antoine sur Black Adam pour critiquer l'intrigue très schématique et surtout la ringardise abyssale du film. Et même plus, je pourrais reprendre tout ce qu'on a dit sur les effets spéciaux malveillants de The Flash et sur l'humour gavant de Thor 4, on met tout dans un shaker et voilà, on aurait grosso modo la critique d'Aquaman 2. Et le pire, c'est que je crois même que c'est ce que disait déjà plus ou moins Antoine dans sa vidéo sur Blue Beetle. Mais bon, Warner non plus n'a pas cherché bien loin, puisque le film c'est juste du Black Adam fit Black Panther, donc un autre produit d'usine calibré sans âme ni saveur. Il reste bien des embryons d'idées et de créativité par-ci par-là, mais James Wan fait seulement acte de présence. Il n'y a personne à la barre à part la Warner. D'ailleurs, Jason Momoa est crédité au scénario, donc il est vraisemblablement un aussi bon scénariste que son personnage est un bon roi. Ça aussi, c'est un rendez-vous manqué dans l'intrigue, la légitimité d'Arthur en tant que souverain des océans, le fait qu'il ait du mal à tenir ce rôle et qu'il n'en veuille tout simplement pas. Ça aurait pu donner un peu de consistance au personnage, mais non, son écriture reste aussi gélatineuse et écervelée qu'une méduse, et
encore, c'est très méchant pour les méduses parce que ce sont des animaux particulièrement gracieux et précieux pour l'écosystème. Quant à l'aspect buddy movie avec Patrick Wilson, c'était le seul truc qui pouvait donner un semblant d'originalité au film, mais ça fonctionne pas du tout. La dynamique forcée entre les deux frères est aussi impuissante qu'un tuba pour nager dans les abysses. On n'est pas non plus dans un film d'aventure et d'exploration digne de ce nom, vu que l'histoire se contente de téléporter les personnages d'un endroit à un autre sans jamais nous immerger dans les endroits en question, qui sont juste des arrière-fonds, ou plutôt des fonds verts, sur lesquels on plaque juste l'action. Le montage, lui, consiste à enchaîner les scènes sans créer de lien entre elles. Par exemple, en un plan, on passe d'un orme hirsute à moitié à poil à un orme tout fringant et rasé avec une coupe bien dégradée sur les côtés, sans aucune explication. Il suffit aussi de voir à quoi est réduit le fameux royaume perdu du titre, qui était d'ailleurs tellement perdu que le film l'a retrouvé au bout d'1h30 seulement, juste avant le climax. En plus, il est amené comme une sorte de twist ou d'élément explicatif qu'on n'aurait pas vu venir avant, alors que c'est le sous-titre du film, donc on se doutait bien d'où venait le méchant et son trident noir. Et tant qu'on en est à parler de rendez-vous manqués, il y a aussi toute cette histoire sur le réchauffement climatique et son impact néfaste sur les populations sous-marines. Et là, il faut croire Duff Lundgren sur parole, puisqu'on n'aura jamais aucune preuve de l'urgence de cette catastrophe invisible ou de son ampleur. C'est quasi pareil pour le cataclysme à la surface. On le voit qu'à travers des bouts de JT façon Jurassic World 3, mais en encore plus radin. C'est vraiment énervant les films qui veulent avoir des enjeux démesurés, style menace planétaire, mais sans jamais essayer de les porter. Autant rester sur une histoire plus resserrée, à plus petite échelle, comme l'ont fait par exemple Black Widow, Blue Beetle ou Les Gardiens de la Galaxie 3. Tout ça, c'est vraiment du gâchis, déjà parce que le premier film avait bien plus à offrir, mais aussi parce que cette suite avait l'avantage de pouvoir exister indépendamment du reste de l'univers fraîchement euthanasié. Contrairement à The Flash ou The Marvels, Aquaman n'avait pas à partager son film avec d'autres héros ou créer des ponts entre différentes licences. Le film avait le champ complètement libre, sans parasite extérieur. Mais comme Blue Beetle, il n'a aucune force ou forme d'intérêt pour justifier à lui seul son existence. Mais alors, à quoi bon s'intéresser à lui ? C'est une remarque ou un reproche, ça dépend de comment c'est formulé, qui nous est régulièrement adressé. Et c'est pas inintéressant d'y répondre. Déjà, la culture populaire, c'est le cœur d'écran large. Ça fait pleinement partie de notre ligne édito, donc on n'est pas réfractaire du tout aux super-héros, qu'ils soient ultra mainstream ou dans des projets plus léchés et stylisés, style The Batman. On veut surtout pas hiérarchiser les genres comme une police de la bonne cinéphilie et partir du principe qu'un Marvel serait obligatoirement nul et bête parce que c'est un Marvel, ou qu'il existerait un sous-cinéma qui ne mériterait pas qu'on s'intéresse à lui ou qu'on en parle. En plus de ça, ça nous empêche absolument pas de parler de films plus confidentiels, mais sur le site. Et même si un film sent le poisson pas frais à 10 km, c'est pas une raison pour l'esquiver, mais plutôt une occasion de se questionner, de mettre le doigt puis des mots sur des problèmes structurels, et c'est important de comprendre pourquoi on n'aime pas quelque chose, ou à l'inverse, pourquoi quelque chose fonctionne sur nous. En plus, ça permet de regarder au-delà du film en lui-même, de parler des coulisses, d'observer à notre échelle l'industrie et ses mouvances, les tendances qui se dessinent ou s'effacent, le business, la promotion, tout ça c'est jamais que du vide. Et bon, du coup, qu'est-ce que ce film raconte sur son industrie ? Qu'elle est mal en point et qu'elle traverse une sévère crise identitaire. Les projets s'uniformisent, on retrouve les mêmes problèmes et limites un peu partout, en plus de grosses difficultés au box-office. Il suffit de voir les chiffres de Shazam 2 ou de The Marvels pour s'en rendre bien compte. On en parle déjà depuis un moment maintenant, mais presque chaque nouveau film, du moins ceux sortis cette année, ont un peu plus prouvé qu'on se dirigeait vers la fin d'un modèle. Pas forcément du super-héros au cinéma en tant que tel, mais plutôt tel qu'Hollywood les conçoit, c'est-à-dire dans le sang et les larmes. Parce qu'il faut rappeler que la production d'Aquaman 2 a été laborieuse, comme celle de The Flash, The Marvels, Shazam 2 ou Ant-Man 3. Au départ, la sortie était prévue pour décembre 2022, donc elle a été reportée d'1 an, alors que le tournage principal, lui, s'est terminé début 2022. S'en est donc suivi une longue période de post-production, et notamment pas mal de reshoots après des projections tests qui auraient été catastrophiques. Du coup, on sait que le film a pris plusieurs directions et qu'il a changé entre le moment où le DCU était encore d'actualité et celui où il a été décidé de l'enterrer. Donc, les reshoots avec le Batman de Ben Affleck ont été abandonnés par exemple. Variety a aussi fait un long papier qui revenait sur la production chaotique et l'ambiance de tournage apparemment nauséabonde avec Jason Momoa, qui aurait été très désagréable avec Amber Heard, l'interprète de Mera, qui s'est retrouvée dans une spirale médiatique infernale après avoir été attaquée en justice pour diffamation. Tout ça a été démenti par un porte-parole de DC, mais on va dire que ça n'a pas vraiment donné bonne presse au film. Du coup, on peut prédire un autre flop pour le studio, surtout que le film a coûté cher et vu la surabondance d'effets visuels, ça se comprend.
Pour l'instant, le chiffre le plus repris est celui de 205 millions de dollars hors marketing, mais il est aussi probable qu'ils ne prennent pas en compte le coût des reshoots. Finalement, Aquaman 2 est un film très méta malgré lui, avec son roi démissionnaire qui tourne à la bière pas fraîche et se fait pisser dans la bouche. Véridique. Quelle indignité. La meilleure symbolique pas fait exprès, ça reste au tout début du film avec le logo de la Warner rouillé au fond de la mer et à la toute fin quand un personnage met un cafard dans un burger. Voilà, le DCU s'achève là-dessus et ça en dit beaucoup. Cette vidéo est maintenant terminée, merci beaucoup d'être resté jusque-là. Je vous tiens juste encore la jambe 20 secondes pour vous rappeler qu'Écran Large a aussi un podcast. Ça s'appelle La Réu d'Écran Large. Il y a un nouvel épisode qui sort chaque semaine. On y parle de tout plein de trucs, de Léa Seydoux, de la saga Saw, de Fincher, de nos films préférés de l'année. Bref, l'éventail est très large. Et aussi, on est bientôt à 100 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. C'est juste incroyable. Il manque plus que quelques personnes pour y arriver, donc on compte sur vous. Et il y aura évidemment quelque chose pour vous remercier de tout ça. À très bientôt!